Déclic, prends le mic. Déclic, prends le mic. Une émission qui encourage l'expression des habitants de Seine-Saint-Denis. Reportages, interviews, témoignages. Déclic, prends le mic. Sur Radio Ens. Tous les jeudis de 20h à 21h. Sur Radio Ens. Déclic, prends le mic. Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo avec vous pendant 1 heure pour l'émission Déclic, prends le mic. Au sommaire aujourd'hui, on recevra Safia Tami, directrice des partenariats chez l'Industrie. Vous retrouverez la chronique littéraire de Véro. Puis, ce sera le tour de nos latinistes du lycée Paul-Éluard de Saint-Denis avec l'histoire revisitée de Méduse. Mais on commence avec le Forum des associations sportives de Saint-Denis. Là, nous sommes avec le docteur Avronsart. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, vous êtes médecin du sport de la prévention santé de la ville de Saint-Denis. Alors, peut-être première question, peut-on faire du sport à tout âge ? Oui, on peut faire du sport à tout âge, mais pas n'importe quel sport et pas à n'importe quelle intensité. Quelle est la différence entre faire du sport et avoir une activité physique ? Alors, faire du sport, c'est plutôt quelque chose de codifié. Le sport, il y a souvent des compétitions, il y a des règles bien définies et c'est souvent du coup les fédérations, les clubs qui proposent ce sport. Oui. Par contre, l'activité physique, c'est tout ce qui fait qu'on bouge dans la journée, on fait le ménage, on va faire les courses, on monte les escaliers, on va faire une marche avec ses enfants. C'est pas ce qu'on appelle du sport au sens littéral du terme, mais par contre, c'est de l'activité physique. Donc, bouger, vous l'avez vu, hein, c'est bon pour la santé. Et donc, toutes ces activités, ça peut être aussi du sport loisir, donc sans compétition, par exemple. Tout ça, c'est bon pour la santé et il y a toujours une activité ou plusieurs qu'on peut trouver en fonction de ses pathologies, ses problèmes, son âge et ses goûts, bien entendu. Tout à fait, oui. Est-ce qu'il y a un sport que vous recommandez, vous ? Alors, des sports pour tout le monde, non, il n'y a pas. C'est difficile de trouver vraiment un sport. Par contre, une activité physique, oui. C'est vrai que par exemple, marcher, c'est quand même. Il y a peu de monde finalement qui ne peut pas marcher, mais il y en aura toujours. Ou alors, ça peut être momentané. Oui. Vous pouvez avoir une pathologie qui fait que pour l'instant, on vous demande de ne pas marcher beaucoup, mais en général, c'est limité dans le temps. On vous soigne, on vous rééduque. Enfin bref, on trouve une solution pour que vous puissiez finalement marcher. Maintenant, si marcher parce que vos jambes ne vont pas bien, c'est difficile, on peut trouver quelque chose de porté comme le vélo ou dans l'eau. Dans l'eau, les jambes elles font plus mal puisqu'on est porté. Voyez, donc on trouve toujours une solution pour adapter à sa situation. Alors finalement, est-ce que c'est aussi, ça fait partie de votre travail de pouvoir conseiller les personnes sur une activité particulière, physique ou un sport ? C'est ça. Donc, c'est-à-dire que là, on parlait de conseil du médecin. Donc moi, mon travail, c'est ça. C'est de voir en fonction de ce que vous avez, ce que vous pouvez faire et se déconseiller de faire. On peut rappeler l'adresse ? Oui. Alors c'est situé au centre de santé rue du Cygne, 6 rue du Cygne à Saint-Denis, c'est en face de la mairie. Et moi, je suis située au 3e étage. Vous pouvez prendre rendez-vous au rez-de-chaussée rue du Cygne. Merci beaucoup, docteur Avronsart. Merci à vous. Alors, Kevin de Saint-Denis Émotion. C'est ça. Qu'est-ce que c'est, Saint-Denis Émotion ? Alors, Saint-Denis Émotion, c'est une association d'athlétisme, on va dire en général. Voilà. Qui organise en fait la Voie Royale. Maintenant, les Voies Royales qui ont été rebaptisées les Voies Royales. Donc, c'est un 5 km, un 10 km, un semi-marathon, un marathon et une belle vadrouille, une course en fait, on va dire un peu fun qui est ouverte à tous. Ah, ça c'est bien, en famille. En famille, voilà. Donc, cette année, on a des grosses ambitions en fait. La course, elle a lieu le 26 octobre prochain. Je rajoute quand même que c'est l'une des seules courses qui termine dans le Stade de France. Donc, c'est un argument quand même qui c'est pas mal. Voilà, c'est ça. C'est pas mal. D'ailleurs, tout de suite, comment on peut s'inscrire pour le 26 octobre ? Alors, pour s'inscrire pour le 26 octobre, il faut aller sur le site de lesvoiesroyales.fr. Tout le monde est le bienvenu. Il y a même une course pour les enfants le samedi dans le Stade de France. Ah yes. C'est vraiment comment offrir une offre sportive sur route à tous les Dionisiens ou non Dionisiens, parce que la Voie Royale, les Voies Royales, c'est une discipline en fait, internationale. Hein. Chaque année, en fait, on accueille des athlètes du monde entier.
Est-ce qu'il y a des stars qui viennent à la voie royale? Tout à fait, en fait on a des stars. Historiquement on a eu des champions olympiques, des champions du monde. On a eu Maëlyn Mekissi pour ceux qui connaissent. On a eu en fait Jimmy Gressier également pour ceux qui connaissent. Etienne Daguinos, on fait pas mal d'athlètes du gratin national en fait et maintenant aussi international. Mais comme on dit, n'ayez pas peur, tout le monde y trouve sa place pour les voies royales. Alors l'athlétisme c'est quelque chose qui s'attrape, on va dire. Comme je dis souvent, c'est le sport le plus collectif des individuels. C'est pas faux. Seul c'est bien, en équipe c'est mieux. Donc nous on a une approche très collective du sport individuel. Et donc voilà, le but c'est ça en fait, c'est de rendre l'athlétisme le plus accessible possible, le démocratiser, s'appuyer sur des événements vraiment totalement en fait on va dire urbains pour devenir des événements on va dire plus, on va dire entre guillemets sérieux. Il y a de la place pour tout le monde. Et si les objectifs qu'on s'est fixés à soi-même en fait permettent de faire du haut niveau, ben tant mieux. Donc voilà. Mais en tout cas la porte est ouverte à tout le monde. Comment on arrive à par exemple donc des athlètes qui vont faire du 100 mètres, du 200 mètres, à en faire justement des athlètes qui vont faire un relais après? C'est une très bonne question. Les relais déjà bon c'est une discipline à part entière. C'est pas forcément les plus rapides d'une équipe qui seront les plus rapides avec un relais. C'est très paradoxal mais c'est comme ça en fait dans l'athlétisme. C'est une histoire d'alchimie. C'est un peu comme au foot en fait, c'est pas les 11 meilleures individualités qui font la meilleure équipe. Exact. Donc c'est pareil en fait en athlétisme, en fait on va dire c'est une alchimie entre 4 personnes. Dès qu'on fait du sprint, dès qu'on fait du sprint long, on est amené en fait à découvrir le sport collectif. Donc on est amené à faire des relais et en France on est quand même en fait une des meilleures écoles parce que c'est un axe sur lequel en fait on travaille énormément avec les équipes en fait, nationales. Donc forcément les athlètes quand ils commencent en individuel, on les pousse automatiquement vers les disciplines collectives, c'est-à-dire le relais, en fait 4x100 mètres, 4x400 mètres et discipline mixte. Vous avez un pourcentage des filles qui viennent s'entraîner et surtout le handisport? Ben, je vais vous surprendre, en fait, à Saint-Denis Émotion, on a souvent plus de femmes que d'hommes. Ah d'accord. Voilà. Bah, ça c'est très bien. L'athlète, c'est peut-être l'un des seuls sports en fait, qui respecte totalement la mixité. D'accord. Les filles en fait s'inscrivent très souvent à l'athlétisme, elles y restent. Donc peut-être contrairement aux garçons qui viennent, qui passent et qui repartent. Et pour le handisport? Alors le handisport c'est une discipline qu'on développe. C'est une section qu'on développe. On s'est appuyé sur le vice-champion olympique 2024 pour le faire, donc sur Timothée Adolphe, sur 100 mètres et 400 mètres. L'handisport, il faut le dire en fait, il faut être honnête, c'est très difficile à mettre en place. Oui. Tout dépend de l'handicap. Je prends l'exemple d'un athlète qui est malvoyant. Ben, au début, ben, il se dit mais j'ai envie de faire de l'athlétisme. Sauf que tout seul, on ne peut pas faire de l'athlétisme. Malheureusement pour lui, seul ça va être compliqué. Parce qu'en fait, ben, il est non-voyant. Donc il lui faut un guide. Sauf qu'en France, on souffre du manque de guide. On n'a pas assez de personnes qui sont dévouées au fait d'accompagner un athlète tous les jours à l'entraînement pour être son guide. Il y a une formation spécifique pour être guide? Oui, il y a une formation spécifique pour être guide. En fait, il faut d'abord se rapprocher du comité handisport 93. Donc je fais aussi un appel en fait, à tous ceux qui nous écoutent. Il y a de la place pour tout le monde et on cherche des guides. C'est très compliqué d'avoir des guides et c'est très compliqué également d'avoir du matériel de handisport. Alors peut-être pour conclure, bientôt justement le championnat du monde d'athlétisme. Oui. Un petit mot là-dessus, des pronostics? Un mot là-dessus, les pronostics, j'espère que la France va faire le maximum de médailles possibles. Personnellement j'y vais, j'ai beaucoup de chance d'y aller en fait. Je pars mardi, donc je pars mardi à Tokyo. J'accompagne un de mes athlètes en fait béninois qui est qualifié avec son pays. Inscrivez vos enfants à l'athlétisme. C'est pas un sport en fait qu'on voit tous les jours à la télé, mais c'est un sport qui crée des hommes. Voilà. Eh ben merci Kevin d'avoir été avec nous. On est avec Sam Bérandou du Lampini Club. Bonjour Sam. Bonjour. Parle-nous un petit peu du Lampini Club. Le Muay Thai Lumpini, donc le Muay Thai c'est le véritable nom de la boxe thaïlandaise, créé en mai 86 à Saint-Denis, donc on va fêter les 40 ans l'année prochaine du club. Ah oui, oui. C'est pas rien. On est implanté pratiquement sur tous les quartiers de Saint-Denis, à la gymnase de la Courtille, sur le quartier Franc-Moisin, sur la Plaine, au centre-ville, au stade annexe. J'ai l'impression depuis quelques années, il y a eu une recrudescence au niveau des sports de combat, j'entends Muay Thai, etc. Au niveau, est-ce que toi tu l'as remarqué au niveau des adhésions? Nous, on est toujours en constante progression. Bien sûr, le Muay Thai plaît, c'est une discipline, c'est une boxe, la boxe aux 8 armes, très diversifiée parce qu'on utilise des percussions de poings, de genoux, de coudes,
de jambes et il y a du corps à corps debout. Et c'est une discipline qui plaît parce que alors moi là la différence que j'ai vu la progression, c'est au niveau du public féminin. Oui. Le Muay Thai qui n'est pas un sport féminin, nous à Saint-Denis on est à peu près à 2 tiers, 1 tiers. J'ai un tiers de filles par rapport aux adhérents. Est-ce que ça permet à tous ces jeunes qui viennent d'extérioriser un petit peu quand même, de se défouler, de tout ça, de pratiquer ce sport? Oui, bien sûr, c'est la première chose qu'on nous dit. Hein. Ouais, c'est bien, ça me permet de me défouler en frappant les sacs. Mais pas seulement ça, on leur donne un véritable cadre où ils peuvent s'exprimer. Oui, les notions de respect, de partage sont vraiment là. Et nous, notre transmission, avant tout, c'est cela. Ça parle de partage, de vivre ensemble, etc. En plus, nous, au club, on accueille un peu tout le monde. On accueille les publics différents. J'ai beaucoup d'enfants autistes qui viennent à la salle. Eux, ils ont vraiment besoin de plus s'extérioriser. Et surtout, ils ont besoin qu'on les accepte. Voilà. Ils ont peut-être même plus besoin de faire du sport que les personnes lambda, on va dire. Mais souvent, ils n'ont pas accès au sport parce que les clubs ne font pas la démarche de les accueillir. Ce que je peux comprendre, hein, ils n'ont peut-être pas les éducateurs formés pour, ils n'ont pas le temps, comme ils me disent, moi j'ai pas le temps, je ne peux pas m'occuper de tout le monde. Oui, mais nous on y arrive bien, donc il suffit de se former un petit peu et surtout d'avoir de l'empathie. À partir du moment où tu as de l'empathie et que tu comprends que les autres ont besoin de faire du sport, ben moi à travers le Muay Thai, je travaille avec le Silence des Justes, l'élan retrouvé, les associations Tes Vacances, parce que je reçois également les adultes, mais là les adultes c'est plus entre eux, avec des éducateurs qui viennent, mais ça leur permet de venir de la décharge d'énergie. Voilà, ils ont besoin de ça. La chance que l'on a à Saint-Denis, c'est qu'on a des très grandes salles. Au gymnase Framboisin, une très grande salle avec 2 rings. Au gymnase de la Courtille, on a pratiquement un terrain de basket, donc on a de la place. On est également sur les écoles pour les sections féminines. On est avec Balmassy, on est à l'école Niki Saint-Phal, un chemin des petits cailloux pour les jeunes. On est au stade annexe, donc on est vraiment implanté un peu partout, donc on peut recevoir du monde. Alors au niveau des inscriptions, sur notre site lumpini.fr, www.lumpini.fr, et vous avez toutes les infos, les fiches d'inscription, etc. et les lieux où on intervient. En direct du forum du sport Auguste Delaune, le complexe. On est avec Benoît de Sport dans la ville. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors Sport dans la ville, qu'est-ce que c'est ? Sport dans la ville, c'est la principale association d'insertion par le sport en France. On accompagne les jeunes des quartiers issus des quartiers prioritaires de politique de la ville, du sport à l'emploi. L'objectif, c'est de les faire rêver et de les faire grandir. Et pour ça, tout d'abord, on rénove des infrastructures de sport dans les quartiers. À Framboisin, au milieu des tours, il y a un city stade. C'est Sport dans la ville qui l'a rénové en 2014. En 2024, pour l'année des Jeux Olympiques et Paralympiques, du côté de la Saucée, il y a un nouveau terrain tout bleu qui est sorti. 2 d'ailleurs. Exactement. Foot et basket. Alors c'est la rénovation parce qu'ils étaient là c'est déjà. De la rénovation. Et puis vous avez rénové effectivement cette pelouse bleue. Exactement. On a rénové ces infrastructures afin de pouvoir proposer derrière des séances de sport gratuites dès l'âge de 6 ans pour les habitants du quartier. L'objectif pour nous, c'est de créer du lien avec les jeunes pour quand, une fois ils ont l'âge de 14 ans, on puisse les amener sur des ateliers de développement personnel et des visites, des rencontres qui leur permettent de se faire une idée sur leur avenir professionnel. Et enfin, nouveauté cette année, on a l'ambition d'accompagner et de proposer du sport autant pour les garçons que pour les filles. Et donc on dédie le samedi après-midi pour la pratique féminine. Et on espère donner la place aux jeunes filles sur les terrains de sport. Parce que, alors à l'association, il y a le foot et le basket. Oui. De plus en plus de filles, effectivement, en tout cas pratiquent. Donc il n'était pas trop tôt finalement d'inclure les filles. Et pourquoi le samedi que le samedi ? C'est pas seulement cette année qu'on les inclut, c'est juste qu'auparavant, au tout début de Sport dans la ville, on proposait du football. Et l'inscription chez Sport dans la ville, elle est gratuite. On accueille tout le monde. Et sur nos terrains de football, notre moyenne nationale, puisqu'on est une association qui intervient à Lyon, à Lille, à Marseille, on a 17% de jeunes filles contre le reste de garçons sur les terrains de football. Et lorsqu'on a commencé à rénover des terrains de basket, là les résultats n'étaient pas les mêmes. Sur un terrain de basket, avec le même modèle, on a 45% de jeunes filles, 55% de garçons. Ce qui est bien avec le basketball,
c'est qu'on arrive à les faire jouer ensemble. Alors que sur le football, en revanche, et ben là, on a encore des cassures et c'est pour ça qu'on propose des séances dédiées aux jeunes filles, notamment à Franc-1. On a une dynamique de football féminin qui est incroyable et je fais un gros big up à Tidiane qui est l'éducateur de Franc-1 et qui anime les séances là-bas. Vous demandez à des joueurs pros de venir donner une petite séance, un truc comme ça. On rêve de faire venir des figures emblématiques et inspirantes sur les terrains. On cherche, si vous les connaissez, des ambassadeurs de Saint-Denis pour pouvoir les faire venir à Franc-1 et à la Saucé. Mais du coup, du côté de Franc-1, je pense à Mohamed Bouafsi. Qui lui, avec qui on est en contact et on essaye de le faire venir sur le terrain. Et quand il a fait son reportage qui est passé sur France 2, et ben ça, il a fait un tournage sur le terrain de Franc-1 de Sport dans la ville. Alors justement, on est à 1 an des JO. Est-ce que depuis ou après, en fait, vous avez ressenti un impact au niveau, l'héritage au niveau du public? L'héritage à Fort d'Aubervilliers, sur le territoire de Pantin, on a construit le campus de sport dans la ville, qui est le premier tiers-lieu dédié au sociosport d'Île-de-France. C'est un lieu incroyable, vous voyez le terrain de la Saucé, et bien là c'est x5, avec un clubhouse, et c'est la locomotive de sport dans la ville régionale, où tous les jeunes d'Île-de-France qui viennent de Saint-Denis, de Gonesse ou de Corbeil-Essonnes, qui viennent organiser des grands événements. C'est un lieu qui est ouvert du lundi au dimanche, et on accueille tous les habitants d'Île-de-France, c'est libre d'accès. Alors peut-être pour terminer, voilà, on a envie de s'inscrire, d'aller faire du sport loisir avec sport dans la ville. On fait comment? Alors déjà, on peut venir au Forum des Sports. Et puis sinon, vous êtes les bienvenus tous les mercredis et tous les samedis sur les terrains des Francs-1 et de la Saucé, où là il y aura forcément un éducateur. Je précise que l'on propose du football, du basket, du hip-hop et enfin du sport de raquette dans des espaces qui nous sont mis à disposition par la ville. D'accord. Tout ça c'est gratuit, ça commence dès l'âge de 6 ans et enfin pour les jeunes qui font du sport avec nous à partir de 14 ans, derrière on essaye de les amener sur des ateliers de développement personnel dans un programme qui s'appelle Job dans la ville, où on propose là encore des activités gratuites comme des cours d'anglais qui peuvent ouvrir à des voyages à l'étranger, ou encore des ateliers de prise de parole en public ou pour faire son CE ou pour chercher son stage. Merci Benoît dans Sport dans la ville, et puis à bientôt, en tout cas à la Saucette dans un premier temps, et puis peut-être un peu partout dans la ville. Merci à bientôt beaucoup. Sur le terrain. Alors nous sommes avec Idrissa qui est chef de service Sport pour tous à Saint-Denis. Bonjour Idrissa. Bonjour. Qu'est-ce que c'est Sport pour tous? Donc Sport pour tous, c'est un service qui est au sein de la direction des sports de la ville de Saint-Denis. Il est composé de plusieurs éducateurs sportifs ETAPS, donc éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. On a comme vocation de promouvoir le sport, d'accompagner le sport, d'initier au sport et d'emmener un maximum de personnes à l'activité sportive pour leur santé. Et pour les plus jeunes, ceux qui sont très motivés vers le mouvement associatif pour nos futurs champions olympiques, champions du monde, etc. Vous intervenez où ça? Dans les maisons de quartier, dans les écoles? Alors nous, on n'intervient pas dans les maisons de quartier. Il y a un partenariat avec la ville de l'éducation nationale, où on essaie d'accompagner les professeurs des écoles pour la mise en œuvre de l'EPS primaire et grande section de maternelle. Jusqu'au collège, vous avez un prof de gym, au lycée vous en avez un, et puis à l'université, ils sont assez adultes, ils choisissent leur activité. Voilà. Et la seule catégorie où on n'a pas de prof de gym, c'est l'institut, qui est censé aborder l'ensemble des apprentissages. Exactement. Donc ce qui est bien, c'est que nous, on accueille les groupes classes au sein des équipements sportifs de la ville, ce qui permet aux enfants de découvrir une discipline. Par exemple, s'ils font du rugby, on les emmène sur le terrain de rugby. Ils font du handball, on va dans une grande salle où ils peuvent repérer c'est quoi un terrain de hand, il y a la jaune, le marquage au sol, etc. Et je pense que ce genre de situation permet de plus susciter des vocations que le sport dans la cour de récréation, pour lequel j'ai beaucoup de respect, puisque c'est quand même le démarrage. Mais effectivement, je pense qu'il n'y a pas un endroit plus propice à l'activité sportive qu'un endroit qui est dédié. Si vous avez un bel équipement, mais une population qui ne va pas vers le sport ou qui ne pratique pas,
c'est une coquille vide. Donc on voit notamment par rapport avec le CAO, le Centre Olympique qui est un Aquatique, le Centre Aquatique Olympique, excusez-moi, qui est un bâtiment magnifique qui maintenant faudra permettre à la population de pouvoir y accéder, autant pour prendre des cours de natation que pour du loisir. En fait, ça permet aux gens de passer une belle après-midi et le sport peut faire peur. D'ailleurs, c'est pour ça que nous on fait très attention au terme. On dit aux gens, venez faire une activité sportive pour votre santé, pour bouger, pour la socialisation, pour créer du lien social aussi. On se fait des copains. D'ailleurs, nous, on avait mis en place des activités pour des adultes, ce qu'on a appelé sport bien-être. Ça a permis à beaucoup d'adultes de sortir de l'isolement et de se retrouver pendant cette séance de sport. Après, ils se retrouvaient en dehors de la séance pour aller faire eux-mêmes leur sport. Ils allaient marcher au parc de la Courneuve, par exemple. Après, ils allaient au cinéma ensemble, etc. Donc, ça pas simplement l'activité sportive permet aussi autre chose que le côté s'entretenir pour vieillir dans les meilleures conditions. Toujours dans cette démarche de développer, comment dirais-je, de dédramatiser un peu le fait de faire une activité sportive. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment d'activité sportive et leur montrer que le sport ça peut être du loisir, c'est un défoulement aussi, et puis c'est aussi bon pour la tête. D'ailleurs les Grecs anciens disaient un esprit sain dans un corps sain. Donc on peut autant développer sur le plan culturel, connaissances, etc. que se développer aussi sur le plan moteur et physique. Eh bien, merci beaucoup Idrissa. Ça a été un plaisir pour moi. Vive le sport. Merci beaucoup. Et je vous invite à venir pratiquer avec moi le handball. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné. Toujours se relever, toujours recommencer. Interdit d'abandonner. Hey, 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 hey. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos pour mieux encaisser. La vie c'est musclé. Ouais, ouais, ouais. La vie c'est musclé. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez, 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 allez. Relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez. La vie c'est musclé, ouais ouais ouais. La vie c'est musclé. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez, 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 allez. Relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez, 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 allez. Abdo, dips, pompe, bar. Abdo, dips, pompe, bar. Enchaînez les squats, enchaînez les squats, enchaînez les squats, squat, squat. Abdo, dips, pompe, bar. Abdo, dips, pompe, bar. Frappez au sac, frappez au sac, frappez au sac, sac, sac. Allez, va chercher le chrono, va chercher le chrono. Tous ensemble à la ligne d'arrivée, tous ensemble à la ligne d'arrivée. On va taper dans le cardio, on va taper dans le cardio. On va viser dans le coach, tu vas savoir qui est coach. Faut taper le cardio pour mieux endurer. Radio Ems. Radio Ems. C'est l'heure de la chronique littéraire de Véro. La minute littéraire de Véro. Chaque mois, un coup de cœur littéraire. Bonjour Flo. Aujourd'hui, le roman s'appelle Au péril de la vérité. Alors c'est un roman qui a été écrit par Elise Fischer, qui est née le 13 juillet 1948 en Meurthe-et-Moselle, près de Nancy. Elle est morte le 25 décembre 2023. Elise Fischer était une femme de lettres, une romancière. Elle était aussi journaliste et critique littéraire française.
Elle a commencé sa carrière de journaliste en 1976 et en 1981, elle s'installe à Paris et milite pour l'association Action des chrétiens pour l'abolition de la peine de mort et contre la torture. Elle milite également pour le droit de l'enfant. D'ailleurs, ses premiers ouvrages traitent de l'enfant. Et son premier livre, Les enfants de l'apartheid en Afrique du Sud, est un essai publié en 1998 aux éditions Fayard. Elle a reçu plusieurs prix pour ses œuvres, dont le prix Victor Hugo en 2005 pour son roman Le Soleil des mineurs, aux presses de la Cité. Elle sera l'auteure de quarantaine de romans. Alors dans ce roman, il y a 2 narrateurs. Il y a le commissaire Placieux qui est chargé d'une enquête dont personne ne veut. Et puis il y a Anne, jeune fille de 18 ans qu'on retrouve choquée et dévastée et qui décide de prendre le premier train pour Paris et de ne jamais remettre les pieds dans sa Lorraine natale. Mais 20 ans plus tard, elle y retourne par devoir pour être au chevet de sa mère mourante. Anne pensait en avoir fini avec ses démons du passé. Mais lorsqu'elle découvre dans la maison familiale des lettres, des coupures de journaux, ses blessures ressurgissent. Elle ne veut plus fuir son passé et doit se confronter à sa mère qui, elle, sa mère, ne peut plus taire la vérité. Maintenant, je vais vous lire un extrait. Un crime. Ce serait un crime de ne pas garder cet enfant. Voilà ce que j'entendais. Sœur Marie-Cécile l'énonçait plus délicatement. Mais son réconfort à mon égard allait dans ce sens. Je devais être responsable, même si on m'avait fait du mal. Elle connaît mon histoire. Elle n'a pas oublié dans quel état je suis arrivé. Et l'histoire s'est répétée. L'obsédé est parvenu à ses fins. J'ai expliqué cela à sœur Marie-Cécile, qui m'écoutait avec une patience d'ange. Beaucoup de médecins consultés. Malgré l'entrée en vigueur de la loi sur l'avortement en début d'année, ne voulaient pas entendre parler de cette loi, qu'ils jugeaient criminelle. Ils avançaient leurs arguments, ils avaient prêté serment pour sauver la vie et non pour la détruire. Cela, je l'admettais. C'est la suite qui était plus moche. C'est facile de dire que vous avez été violée, vous n'avez même pas porté plainte. Et moi de baisser la tête, honteuse de me trouver dans cet état. L'hôpital ne m'avait pas cru, je délirais, paraît-il. Au péril de la vérité, d'Élise Fischer, édition Presse de la Cité. Alors au début, j'ai eu un petit peu de mal à accrocher, mais alors rapidement, passé les premières pages, on se laisse emporter par l'histoire d'Anne et on se retrouve dans une intrigue policière où on a hâte de connaître la fin et surtout comment le destin va réunir le commissaire et Anne. Alors c'est un livre agréable et rapide à lire, Au péril de la vérité, d'Élise Fischer. Et je vous souhaite une bonne lecture. Déclic prend le mic sur Radio Ems. On continue avec CZ et Flo qui reçoivent Samia Tami de l'Industrie. Eh bien, bonjour à tous, bonjour CZ. Bonjour Florence, bonjour tout le monde. Ça va bien ? Eh bien écoute, parfait, très bien. On va parler d'une chose qui est très chère à mon cœur. Parce que je suis passé un peu par là, entre guillemets. Ben oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, justement, on reçoit Safia Tami, directrice des partenariats et du recrutement de l'Industrie. Alors l'Industrie, c'est un centre de formation spécialisé dans la formation aux nouveaux métiers de l'industrie. Bonjour Safia. Bonjour à vous. Alors l'Industrie, allez, grosso modo, l'Industrie, qu'est-ce que c'est que l'Industrie ? Alors c'est un centre de formation qui a ouvert ses portes en novembre 2020 sur le territoire de Stein et qui a pour vocation de former des jeunes de 18 à 29 ans sur les métiers d'avenir qui sont en lien avec les énergies renouvelables. Donc par exemple, on forme des installateurs de panneaux solaires, de bornes de recharge électrique. On forme des chefs d'équipe multiservices aussi sur les métiers de la mise en propreté. On forme également des jeunes sur les métiers du numérique. Et on a d'autres métiers en lien avec le contrôle non destructif qui sont des métiers qui sont très recherchés, notamment dans l'industrie lourde. Et c'est des jeunes qui peuvent sortir avec des formations titrées de niveau bac à bac plus 2. Des métiers d'avenir, on y est déjà, mais en fait novateurs et d'avenir pour le futur. Et c'est vrai que c'est des métiers qu'on met assez peu en avant finalement, mais en tout cas c'est des métiers recruteurs. Il y a de l'emploi. Et vous disiez que donc ça s'adresse à des jeunes de 18-29 ans avec diplôme, sans diplôme ? Alors, avec ou sans qualification. Alors après, on ne va pas se voiler la face. S'ils ont un bagage technique, je pense souvent à des jeunes qui sortent de formation en électricité. Pour eux, c'est la voie royale. On ne va pas se mentir. Et moi, j'aime bien dire que c'est finalement une voie d'excellence pour eux parce que généralement, quand ils vont sur ces filières un peu techniques, ils y vont par défaut. Voilà, ils n'ont pas pu aller en bac général
céréales, ils vont. Alors que pour nous, c'est du pain béni parce qu'ils ont déjà une acculturation industrielle, une acculturation technique. Et je leur dis, mais venez, on vous accueille les bras ouverts parce que là où on est sur des durées moyennes de formation entre 13 et 14 mois, celui qui a déjà un bagage technique, peut-être qu'en 12 mois, ce sera fait. En fait. Ouais. Donc, ou alors souvent, il y en a qui se perdent, notamment avec la filière commerce. Tout le monde se dirige vers la filière commerce. Mais est-ce qu'il y a des prérequis? Parce que je pense notamment, il y a des jeunes, ils vont aller en commerce parce qu'ils ne savent pas où aller. Mais par exemple, ils sont passionnés de dessin 3D, par exemple. Est-ce que justement, c'est aussi fait pour eux l'industrie? Bien sûr, tout à fait. C'est des jeunes, s'ils ont déjà une appétence parce qu'ils sont on va dire, ils ont une capacité de débrouillardise, ils sont curieux, ils passent un certain temps sur les réseaux. Vraiment, la curiosité, j'ai envie de dire, c'est la qualité principale. Je maîtrise pas quelque chose, mais voilà, ça va m'attirer, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Ça m'intéresse. S'il y a déjà cette curiosité qui est en eux, c'est des gens qui forcément auront des facilités. Et là aussi, on leur dit, venez découvrir l'industrie. Tous les mercredis, on fait des journées, entre guillemets, des demi-journées portes ouvertes. C'est ce qu'on appelle chez nous les mercredis d'industrie. Ils ont la possibilité d'aller directement sur le site, de s'inscrire et de venir passer 1h30 à 2 heures pour justement échanger avec les apprenants qui sont en formation pour découvrir ces métiers. Depuis 2021, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça? 2020, oui. Quel est le pourcentage à la fin de ces formations où on sort avec un taf, on sort avec la réussite déjà aussi? Alors, on est sur environ 70% de sorties positives. Sorties positives, chez nous, c'est un emploi, évidemment, direct, ou de la poursuite d'études. Parce que c'est ce que je trouve aussi hyper intéressant dans notre programme, c'est que ceux qui étaient plus ou moins fâchés avec l'école reprennent goût aux études, justement, et poursuivent leurs études en alternance. Parce que voilà, c'est des réflexes aussi qu'ils acquièrent grâce au stage et à l'acculturation qu'on peut leur donner. Et je pense à un jeune qui s'appelle Marie-Laurent, qui était venu il y a un peu plus de 3 ans et demi, 4 ans maintenant, même 4 ans, qui n'avait même pas son brevet des collèges et qui aujourd'hui et en Master 2, en ingénierie, chez un de nos partenaires, une de nos entreprises partenaires, et qui va valider un titre d'ingénieur. Donc ça, génial. C'est juste exceptionnel. En sachant, on l'a dit, donc ouvert aux 18-29 ans, mais c'est pas parce qu'on a 18 ou 29 ans qu'on va être inscrit, parce qu'il y a des prérequis, il y a notamment, vous faites des tests de personnalité, il y a un formulaire à remplir, et après, il y a la réponse définitive. Alors, je vais expliquer. Oui. Alors, en termes de prérequis réels, de manière très concrète, il faut au moins avoir un bon niveau en français. Donc, je pense notamment aux candidats qui seraient de nationalité étrangère, au moins avoir un niveau B2, parce que forcément, comme on est sur des métiers qui nécessitent quand même avoir une fluidité dans la langue française, le niveau B2 est requis. Et pour les jeunes qui seraient pas résidents, enfin qui seraient pas français, avoir un titre de séjour qui court toute la durée de la formation. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils sont aussi financés par France Travail. C'est-à-dire que la formation est à 100% prise en charge par la fondation de la compagnie Total Énergie. Et en plus, ils sont rémunérés, grâce à un accord qu'on a avec France Travail, avec la direction régionale de France Travail, une rémunération à hauteur de 528 €. Donc, il faut forcément, pour pouvoir prétendre à France Travail, avoir un certain prérequis administratif. Oui, administratif. Voilà, donc c'est pour ça aussi que, pour leur faciliter les choses, qu'on leur demande aussi ces prérequis, entre guillemets, plus administratifs qu'autre chose. Déjà, il y a 3 étapes. La première étape, c'est d'aller effectivement sur le site internet, je candidate, il y a un test de personnalité, mais en réalité, c'est vraiment un test de personnalité qui n'est pas éliminatoire, c'est pour eux. Moi, j'aime bien leur dire que ça vous donne à l'instant T vos forces et vos faiblesses. Et c'est même si on fait bien le job, la possibilité après de retravailler sur les aspects où ils sont un petit peu en faiblesse, retourner voir son conseiller de la mission locale pour dire regarde le test, c'est un test de personnalité avec une vertu scientifique, donc ça vaut le coup effectivement d'aller travailler ces aspects-là qui seraient un peu down, et au contraire de voir aussi les choses sur lesquelles ils sont vraiment en puissance, si je puis dire, et donc ça, c'est ce test-là qui va générer une invitation à venir à ce qu'on appelle notre journée de recrutement, notre journée de test d'affinité. Donc comme son nom l'indique, le but c'est de savoir si finalement on va se plaire mutuellement. Donc il y en a une tous les mois. Donc la dernière a eu lieu mardi dernier et on a eu 54 jeunes qui étaient présents, ce qui est exceptionnel. Ah, oui, c'est quand même... Sur 60 jeunes qui ont confirmé leur présence. Donc ça s'explique aussi avec la rentrée. Toujours, Il y a toujours une petite perte et puis là c'est la rentrée. Donc on a reçu des jeunes qui n'ont pas trouvé d'entreprise, qui voulaient aller en alternance ou qui n'ont pas eu leur bac. Donc ça c'est aussi ceci explique peut-être cela, mais traditionnellement c'est vrai qu'on a un push à la rentrée et encore une fois nous on leur dit vous êtes les bienvenus. Donc venez à cette journée de recrutement,
Ça se passe sur 3 heures, donc on dit journée, mais en vérité c'est une demi-journée. Il y a des petites capsules pédagogiques où l'objectif c'est surtout de voir comment ils sont capables de travailler entre eux, de collaborer entre eux, parce que ça c'est important quand on va travailler dans n'importe quel secteur, que ce soit en industrie ou ailleurs, de savoir s'écouter, de savoir être force de proposition, d'être curieux. C'est des qualités finalement dont on va avoir besoin pour savoir si ça match ou pas. Ouais. Et en dernière étape, il y a un entretien individuel. Et l'objectif de l'entretien individuel, c'est vraiment là d'avoir un temps privilégié avec quelqu'un de mon équipe pour savoir, de connaître ses réelles motivations. Pourquoi tu veux aller sur ce métier-là. Après, ça peut être pour opportunisme. J'ai besoin de taffer. C'est des métiers d'avenir. Je sais que je peux avoir une formation entre guillemets presque courte, parce que s'ils travaillent bien, moi j'aime bien dire de manière un peu familière, s'ils ont vraiment la dalle, en 13 mois c'est plié, ils peuvent sortir avec un bac+2. C'est des métiers bien spécifiques. Donc, pensez vraiment qu'en 12 mois, 13 mois, on peut apprendre en tout cas les bases. Je pense notamment tout ce qui est métier autour de la numérisation industrielle, etc. Ouais. C'est tout l'objet de ce processus de recrutement qu'on a voulu volontairement impactant. Pour justement qu'ils se rendent compte que finalement, entre guillemets, c'est pas qu'on prend pas tout le monde, mais c'est que ça demande un investissement, ça demande un engagement de leur part. Et au bout du bout, on va leur demander aussi s'ils ont fait un minimum de démarches pour se renseigner sur le métier. Et s'ils ne le connaissent pas, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave ? Parce que quand ils sont pris une fois ces 3 étapes validées, il y a ce qu'on appelle la prépa à l'industrie. Donc c'est une période qui va durer de 1 à 2 mois où ils vont avoir un espèce de tronc commun où on va faire justement cette acculturation industrielle, numérique. On va aussi tester leur niveau de français, leur niveau de maths, parce que comme vous le savez, les maths c'est un peu partout. Il y a des maths partout, même si on si on est un peu fâché, comme c'est mon cas avec les maths. Il y a des maths partout. Donc et ça va leur permettre d'avoir de jauger leur niveau et de faciliter après leur orientation vers tel ou tel métier. Et puis l'entretien individuel, il est important parce que il y en a pour qui ils ont un besoin vraiment urgent de travailler. Donc on peut aussi les flécher sur des métiers, des formations un peu plus courtes. Et pour ceux qui sont plus à l'aise avec l'outil informatique, qui avaient, comme je vous ai dit, déjà un bagage, de mieux les flécher après sur des métiers plus en adéquation avec ce qu'ils veulent faire. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait donc une demi-journée porte ouverte toutes les semaines, c'est ça ? Tous les mercredis à 14h. Tous les mercredis, donc ça veut dire que toutes les semaines ou tous les mois, il y a des nouveaux arrivants, c'est ça ? Tout à fait. Ils prennent le programme en cours, comment ça se passe en fait ? Alors exactement, ils prennent le programme en cours parce qu'on travaille en mode projet. Donc il y a des projets qui sont déjà installés et l'objectif c'est vraiment que les nouveaux, quand ils arrivent, soient pris en charge aussi évidemment par l'équipe pédagogique, mais aussi par les apprenants qui sont en place. Parce que dans un même groupe, quand ils vont arriver à l'instant T, il y a peut-être des gens qui seront là depuis 8 mois, depuis 9 mois, depuis 2 mois, depuis 1 mois. Donc comme en entreprise, finalement, ce qu'on va leur demander, c'est de transmettre ce qu'ils ont déjà appris et d'être dans cette démarche d'apprentissage entre pairs, comme ça peut se faire effectivement en entreprise où quand vous arrivez, vous débarquez, vous connaissez rien, vous avez juste votre diplôme et il faut que vous soyez pris en charge. Les Anglais appellent ça le onboarding. C'est comment j'intègre quelqu'un dans ma nouvelle équipe. Et on a intérêt à faciliter ce moment parce qu'on sait qu'il est crucial. Si quelqu'un débarque et personne ne le calcule, même par la machine à café, il n'y a pas d'accueil, il n'y a rien, la personne ne se sent pas bien et elle peut aussi avoir envie de partir. Donc c'est aussi finalement à travers ces petites choses, leur donner les codes de l'entreprise. Parce qu'ils vont être amenés aussi à partir en stage. Et le stage est une étape aussi cruciale de leur processus pédagogique. Le stage, vous avez des partenaires qui viennent prendre les stagiaires, justement, les futurs stagiaires ? Tout à fait. Alors, on organise aussi régulièrement ce qu'on appelle des job dating. Je suis désolée, j'avais dit que je ne ferais pas d'anglicisme, mais finalement, j'en ai plein dans mon... On est un peu obligé. On est dans un monde... C'est ça, on va faire un job dating. Et le prochain aura lieu le 3 octobre. On a déjà une vingtaine d'entreprises qui ont confirmé leur présence. Et la particularité de cet événement, pour la première fois, c'est qu'on va l'organiser directement avec France Travail, avec l'agence de Pierre Fitz, parce que nous, ce qu'on aime bien faire, c'est aussi travailler avec l'écosystème local. Alors, je ne l'ai pas dit, mais pour moi, c'est évidemment dans mon ADN à titre personnel, parce que je suis aussi dionysienne. Donc, dès que j'ai compris que j'allais être embarquée dans ce projet, j'ai évidemment essayé d'embarquer un maximum d'associations et d'acteurs du territoire, parce que c'était important aussi d'avoir cette assise et cette légitimité auprès de structures qui faisaient déjà un super boulot. Donc, on n'est pas arrivé avec nos gros sabots, mais au contraire, on a dit il y a un territoire qui est extrêmement dynamique, il y a plein d'acteurs, plein de professionnels engagés, comment justement on peut les embarquer pour qu'ils puissent aussi
s'approprier cet outil qui est exceptionnel et qui est sur notre territoire. Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait Objectif Emploi. Tout à fait, bien sûr. Alors, dans la chaîne. Il y a Objectif Emploi qui s'appelle maintenant Code. Il y a évidemment les missions locales. On travaille beaucoup aussi avec toutes les structures type École de la Deuxième Chance, les EPID, les associations locales. On fait un gros travail aussi avec les référents emploi de pleine commune ou des villes. Voilà, c'est vraiment des structures avec lesquelles on est amené à travailler et qui embarquent donc des jeunes toutes les semaines, le mercredi, qui peuvent venir avec un groupe justement. Et on fait d'une pierre deux coups parce que on forme aussi finalement les professionnels, les conseillers en insertion qui, eux, découvrent aussi les métiers de l'industrie. Parce que c'est pas naturel aussi. Les métiers de l'industrie, on va pas se mentir, c'est pas des métiers qui sont super sexy comme ça à la base. On est toujours encore avec une image un peu archaïque à la Zola où, voilà, c'est des métiers qui sont sales, majoritairement baignés. C'est une culture d'homme où il faut être fort, mal payé, etc. Donc, nous, notre première mission, finalement, ça a été de prendre notre bâton de pèlerin pour casser déjà aussi ces codes et de leur dire que non, c'est des métiers qui sont propres, c'est des métiers aujourd'hui qui sont avec bien le numérique, payés, avec le numérique, etc. bien sûr, on se salue plus, l'automatisation, en fait. Exactement, l'automatisation, mais on aura toujours besoin d'humains pour justement être sur cette programmation et sur ces et puis métiers voilà, avec les robots, etc., l'intelligence artificielle, c'est plus voilà, l'industrie à la chaîne, à la Charlie Chaplin, ou dans les années 50, des chaînes de voitures, voilà, Renault, Peugeot, je sais plusieurs marques. Aujourd'hui, c'est effectivement, c'est plus sexy. C'est l'alliance de l'humain avec l'automatisation. Et ouvert aux filles, hein, bien sûr, parce que vous accueillez aussi des filles. On va revenir sur la pédagogie et notamment les professeurs, je ne sais pas comment vous les appelez, ou les formateurs. Qui sont ces formateurs et formatrices ? Alors, c'est des formateurs qui eux-mêmes étaient en poste, et on a fait ce pari fou de recruter des formateurs qui n'étaient pas forcément formateurs, donc qui ont pour la plupart appris à être formateurs. Donc, on a eu aussi pour eux un cycle de formation interne pour qu'ils apprennent à apprendre, parce que c'est pas inné. C'est une connaissance qui vient pas comme ça. Et donc, pour eux, ça a été aussi leur propre défi d'être dans cette démarche aussi de transmettre. Je pense à un collègue qui est parti à la retraite l'année dernière, qui était en fin de parcours professionnel et qui formait des jeunes sur les métiers de la maintenance et qui avait plus rien à prouver et qui s'est dit sur le dernier temps de vie professionnelle, je vais y aller en sachant pertinemment, je crois même qu'il perdait en salaire. Donc, c'est vraiment pour vous dire que c'était important pour lui d'être dans cette logique de transmission pour des jeunes et de leur donner le goût du métier. Et vous avez raison d'insister sur les filles parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 17% de filles à l'industrie. Toutes les entreprises recherchent les femmes. Là, pour le coup, si on peut, entre guillemets, se vanter de faire un peu de discrimination positive, je l'assume complètement parce qu'elles sont hyper recherchées, elles ont des super salaires, elles sont généralement très vite en termes d'évolution sur des postes managériaux. Donc, c'est tout bénef. Sincèrement, c'est vraiment super pour les filles. Et je sais que c'est un truc que je n'ai pas encore réussi à faire. Et peut-être que Déclic sera le déclic. C'est de capter les parents. C'est de capter les parents pour les rassurer et leur dire « Vos filles sont les bienvenues ». Alors certes, aujourd'hui, il y a beaucoup de garçons, mais ils travaillent en bonne intelligence. Ils sont dans un bon esprit de bienveillance. Quand des nouvelles arrivent, justement, comme ils sont soucieux de cela, pour les mettre, entre guillemets, dans de bonnes conditions, moi, je les trouve... Sincèrement, je les trouve magnifiques. Puis elles sont compétentes, talentueuses, donc les filles curieuses. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert effectivement qu'avant. Donc n'hésitez pas, entre 18 et 29 ans, à suivre. En tout cas, allez déjà regarder le site industrit.fr. Voilà, puis après vous aurez tout ce qu'il faut savoir pour les inscriptions, ou pourquoi pas aller entre copines le mardi. C'est le mercredi à 14h à Industrit. Prendre des renseignements. Parmi les formateurs que vous avez, est-ce qu'il y a des formateurs qui viennent aussi de l'extérieur pour parler d'autres choses
Industrie. Des intervenants. Pardon, ouais. Alors oui, on a des intervenants, tout à fait. Merci Christophe. Alors ce que j'ai pas dit et qui est hyper important, c'est que évidemment on les forme sur des métiers, donc sur la maîtrise du geste technique, mais on les forme aussi sur toutes les compétences douces, les fameux soft skills, sur le savoir-être en entreprise. Donc pour ce faire, on a des prestataires qui assurent des modules sur la prise de parole en public, sur comment préparer et pitcher son CV. On a tout un parcours d'accompagnement qui est suffisamment costaud pour qu'il puisse, le moment venu, être face à un RH et être capable de présenter son parcours, son CV et donner envie d'être pris en stage ou en emploi. Donc ça, c'est hyper important parce que ça, finalement, ça fait partie vraiment de l'ensemble d'accompagnement qu'on propose à l'industrie et qui est aussi différenciant par rapport à peut-être à d'autres centres de formation. Parce que du coup, c'est vraiment complet. On leur donne aussi les tips pour faire sa page LinkedIn. Parce que quand ils viennent, ils ne savent même pas que le réseau LinkedIn existe. Je caricature à peine. Ouais. Aujourd'hui, 100% des apprenants de l'industrie ont leur page LinkedIn. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Oui, vous leur faites un petit point sur les réseaux sociaux, attention, parce que de plus en plus d'employeurs regardent les réseaux sociaux. Alors ça fait partie des conseils qu'on leur donne évidemment. Quand dans le parcours d'accompagnement dont je vous parlais, on a même un module sur comment écrire un courriel professionnel. Parce que je me souviens, c'est anecdotique, mais d'un jeune qui m'avait dit, mais moi je mets jamais bien cordialement quand j'écris. Mais ça fait bien partie. Vous, ouais. Exactement. Mais c'est leur donner justement les clés. Voilà, ces clés parce que le monde professionnel est ce qu'il est et c'est important justement de continuer alors même si ça fait un peu vieux jeu, de continuer à avoir des formules d'expression, de politesse professionnelle et ça peut faire effectivement la différence entre un jeune qui a pris l'habitude malheureusement de parler en langage SMS et qui, même si c'est un bon technicien, va se griller parce que... Il va écrire des mails. Exactement, et c'est important. Et c'est peut-être aussi pour le RH de dire, bon ok, c'est peut-être un bon technicien, mais demain il sera pas manager parce que au niveau écrit, c'est pas ça. C'est quoi le pourcentage de réussite à la fin ? À la fin, on est sur 70%. Donc, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est très positif. Et encore une fois, ce qui fait notre fierté, c'est que c'est la reprise d'études. Parce qu'on en a un peu moins de 20% qui sont dans cette démarche de poursuivre leurs études en alternance, donc avec des licences pro, des bachelors, des masters spécialisés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était finalement... qu'on avait un peu prédit, mais on ne pensait pas que ça prendrait autant d'ampleur. Donc ça, c'est vraiment une belle fierté. Eh bien, Sophia, merci beaucoup. Alors peut-être on va vous laisser la parole en deux mots pour convaincre des jeunes de 18 à 29 ans, filles ou garçons, pour venir à l'industrie. Moi, je leur dirais tout simplement, soyez curieux. Ne vous fermez aucune porte, saisissez toutes les opportunités et l'industrie en France, l'industrie française, c'est une excellente opportunité. Et je dirais aux parents aussi clairement de faire confiance à tous ces organismes de formation parce que ce pays, notre pays a besoin de réindustrialisation, on a besoin de cette jeunesse et de s'approprier de nouveau ces métiers parce qu'on en a vraiment besoin. Et il y a de l'emploi. Et il y a de l'emploi, clairement. Il y a de l'emploi. Alors, en tout cas, si vous êtes intéressé, je rappelle le site l'industrie.fr et puis il y a un mail, je peux le donner. Bien sûr. C'est contact@l'industrie.fr. Alors, ils sont sur les réseaux, Insta, Facebook. Voilà, donc n'hésitez pas à aller chercher. De toute manière, c'est très facile à trouver les renseignements. L'industrie, LINDUSTREET. Safia, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à bientôt sur nos ondes. Dis que t'aimes mon corps et que tu veux faire l'amour. Et puis qu'on s'endorme quand on se lève le jour. Je veux pas que tu m'aimes un peu. Je veux que tu me regardes en me dévorant tes yeux. Je veux pas d'un amour tranquille. Je veux que tu me dises je t'aime tout en enlevant mon jeans. S'il te plaît, déborde d'amour. Si tu prends soin de moi, je prends soin de toi à mon tour. Love me,
Love me, aime-moi encore, aime-moi plus fort. Je suis déjà folle, maintenant rends-moi amoureuse. Faisons des bêtises, tu sais que j'aime le jeu. Fais-moi vibrer, j'ai été bien trop calme à réveiller en moi l'instinct animal. Love me, love me, aime-moi encore, aime-moi plus fort. Love me, love me, aime-moi encore, aime-moi plus fort. Je veux plus être raisonnable, sentir la chaleur de nos cœurs qui s'enflamment, corps qui s'embrase à mort. J'en veux encore, j'en veux encore. Déclic prend le mic sur Radio Ems. Et pour terminer, je vous propose d'écouter l'histoire de Méduse, revisitée par les élèves latinistes du lycée Paul-Éluard de Saint-Denis. Bienvenue dans notre podcast Kawe Monstrum Fais-moi peur. Aujourd'hui, vous allez entendre l'histoire de Méduse, racontée par les latinistes de première du lycée Paul-Éluard. Il y a fort longtemps, dans un monde régi par les dieux, il y avait 3 sœurs, Sténo, Euryale et Méduse. Filles des divinités marines, Phorcys et Céto, elles étaient connues pour leur extrême beauté que tout le monde contemplait silencieusement. Mais un drame sema la zizanie dans la vie de ses sœurs. L'aînée, Sténo, fut violée par un barbare venu de Zanzibar. Euryale, elle aussi, fut violée pendant qu'elle était en train de dormir. Les 2 sœurs, mystérieusement, commencèrent à se transformer en monstres hideux. Euryale poussa alors un cri d'effroi en constatant que le visage de sa sœur aînée, qui brillait autrefois de 1000 feux, se décomposait peu à peu. Elle n'avait maintenant qu'un visage livide, incapable de ressentir d'autres émotions que la colère. Sténo, quant à elle, fut prise de dégoût à la vue des jambes d'Euryale qui s'effritèrent jusqu'à l'os. Les 2 sœurs étaient face à une malédiction. Elles ne purent se résoudre à laisser seule leur sœur Méduse. Mais quelle fut leur surprise et leur colère en voyant que celle-ci avait été capable d'échapper à la prétendue malédiction. Elle était aussi la seule à avoir conservé sa beauté et sa virginité. Sténo et Euryale, remplis de jalousie, allèrent demander justice à la seule divinité marine qu'elles connaissaient, Poséidon. Ô maître de tous les océans, nous venons vous demander vengeance. Notre jeune sœur Méduse, comment peut-elle être la seule à pouvoir échapper au destin funeste que nous avons toutes les 2 subi? Faites d'elle un monstre, tout comme nous. Nous serons enfin réunis au même titre. Poséidon ne put refuser l'opportunité de pouvoir ajouter une nouvelle conquête à son tableau de chasse. Et vierge par-dessus tout, il s'empressa de partir à ses trousses. Méduse, qui était prêtresse au temple d'Athéna, prenait la situation de ses sœurs très au sérieux. Elle demanda même
de l'aide à la déesse qu'elle servait. Mais la réponse qu'elle reçut fut pleine de déception. Prise de désespoir, Méduse se lamenta 7 jours et 7 nuits dans une forêt de pins. Le 8e jour, tapi dans l'ombre, un dieu au regard lubrique fut subjugué par sa beauté. À la vue de la jeune prêtresse, Poséidon, le dieu des océans, décida de ne pas réfréner une seule seconde ses envies et fondit sur elle. Méduse, prise de peur face au dieu, s'enfuit en direction du temple d'Athéna. Face à cet affront, Poséidon poursuivit Méduse, la rattrapa et la viola. Méduse perdit sa virginité. Peu à peu, elle commença à se transformer en monstre hideux, au regard pétrificateur. La déesse Athéna, folle de colère face à l'acte odieux qui s'était déroulé dans son temple, condamna Méduse à errer sans but jusqu'à la naissance de celui qui mettrait un terme à sa vie. Radio Ems. Mentir c'est pas beau. Te dire je t'aime c'est pas pareil, mais en vrai c'est trop tôt. T'as un corps de rêve, viens je te dévore comme un petit gâteau. Ma disquette est bateau. Tout ce qu'ils veulent c'est prendre le dessus. Moi je le sais que t'es pas si têtu. Loin d'être soumise, tu seras jamais docile. Ce que j'aime chez toi, c'est que ce sera jamais facile. Difficile, tu sais. Elle me tue, son caractère me fascine, c'est vrai. Qu'elle est pure, son corps est une discipline. Moi, si tu la veux, faudra jamais qu'elle s'incline pour toi. Difficile, mon gars, difficile, tu sais. Elle me tue, son caractère me fascine, c'est vrai. Qu'elle est pure, son corps est une discipline. Moi, si tu la veux, faudra jamais qu'elle s'incline pour toi. Difficile, mon gars. Ne perturbe pas mon cœur avec tes dires. Mon corps ne répond pas à tes désirs. Fais le show devant tes gars, mais t'es timide. Oh, sois lucide. Les mecs comme toi ont besoin d'une fille clean. Car on te sait, t'as tourné dans toute la ville. Je préfère avoir la répute d'une fille facile qu'un mec qui se donne 5 minutes de douche comprise. Difficile, tu sais. Elle me tue, son caractère me fascine, c'est vrai. Qu'elle est pure, son corps est une discipline. Mon ref, si tu la veux, faudra jamais qu'elle s'incline pour toi. Difficile, mon gars, difficile, tu sais. Elle me tue, son caractère me fascine, c'est vrai. Qu'elle est pure, son corps est une discipline. Mon ref, si tu la veux, faudra jamais qu'elle s'incline pour toi. Difficile, mon gars. Elle me tue, son caractère me fascine, c'est vrai. Qu'elle est pure, son corps est une discipline. Moi, si tu la veux, faudra jamais qu'elle s'incline pour toi. Difficile, mon gars, difficile, tu sais. Elle me tue, son caractère me fascine, c'est vrai. Qu'elle est pure, son corps est une discipline. Moi, si tu la veux, faudra jamais qu'elle s'incline pour toi. Difficile, mon gars. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Ce que vous dites sur nous, c'est facile, c'est faux. De mentir sur nous, c'est pas très beau. Ce que vous dites sur nous, c'est facile, c'est faux. De mentir sur nous, c'est pas très beau, c'est pas très beau, c'est pas très beau.
Déclic prend le mic, c'est terminé pour aujourd'hui. À la réalisation technique, c'était Vincent. On se retrouve jeudi prochain. Restez à l'écoute de Radio Ems pour la suite de vos programmes. Vous retrouvez tout de suite DJ Vibe dans l'émission Funk Anthologie. Salut!